arrête de respirer, on voit celui qui tient le plus longtemps. On s'est dit on va faire des compétitions d'apnée, on va imposer des règlements, les mêmes pour tous, et on verra qui sera le meilleur mondial, qui sera le champion du monde. Ce que je veux, c'est concrétiser toute cette année d'entraînement avec, si possible, au-delà de 80 mètres, si possible sur le podium, si possible sur la première place. Quand je descends, j'aime bien ouvrir les yeux parce que j'adore le changement de lumière. Il est descendu jusqu'à 125 mètres de profondeur. C'était en 2013, dans les eaux grecques de Kalamata. Un véritable exploit dans le monde, ils ne sont que 3 ou 4 à pouvoir repousser à ce point leurs limites. Parmi eux, un apnéiste français, son nom, Guillaume Néry. Bienvenue dans les Grands Docs de l'équipe 21. Ce que vous allez voir pendant 52 minutes, c'est un véritable carnet de route. La préparation des championnats du monde d'apnée programmés aux Bahamas. Une approche minutieuse, professionnelle, car à chaque fois que Guillaume Néry plonge, le risque est présent. Des eaux douces de la Méditerranée à la rudesse des lacs des Alpes, vous allez comprendre pourquoi chaque plongée fait l'objet d'une préparation physique et mentale très particulière. Le Grand Bleu, en vrai. Alors quels sont les dangers lorsqu'on évolue à plus de 100 mètres au-dessous du niveau de la mer? Comment gérer le manque d'oxygène, la pression et la peur? En quête de profondeur, l'apnée selon Guillaume Néry, c'est un documentaire signé Axel Ramonet et Aurore Asso. Bon doc à tous. Un petit îlot perdu au cœur de la mer des Caraïbes, dans l'archipel des Bahamas. Au fond d'une crique corallienne, Guillaume Néry, 27 ans, est en pleine méditation. C'est le meilleur apnéiste français. Plusieurs fois champion et recordman du monde, il se prépare pour le prochain championnat mondial. Dans 3 semaines, Long Island, cette petite île des Bahamas, va en effet voir débarquer les meilleurs apnéistes de la planète. Guillaume attend cette échéance depuis des mois. Quelles sont ses ambitions, ses craintes? Comment et pourquoi peut-il prétendre aux plus hautes marches du podium? Pour le comprendre, il nous faut revenir quelque peu en arrière. Guillaume a grandi sur la côte d'Azur, à Nice. C'est sur les rivages de cette French Riviera et sous les fenêtres de ces luxueux palaces qu'il a découvert sa passion pour la mer. Tout petit, avec ses copains, ses terrains de jeu étaient les rues du Vieux-Nice ou les plages de la baie des Anges. C'est là qu'il a découvert l'apnée. Ça a commencé complètement par hasard. Je rentrais du collège avec un ami. On était des adolescents, des garçons en plus. On s'amuse toujours à faire des défis, des jeux, des challenges. Puis un jour, on s'est dit, allez, on arrête de respirer. On voit celui qui tient le plus longtemps. Mon pote m'a battu. Et j'ai été super vexé. Et donc, du coup, je me suis entraîné. J'ai passé 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et j'ai compris que voilà, c'était vraiment, il y avait un truc qu'il fallait que j'explore. Le copain de jeu de son enfance, c'est Julien, qui a été le témoin de la naissance de cette passion. Il avait ça dans la peau, quoi. Tu le voyais déjà, même à 11 ans, quoi. Quand on jouait au tennis, sur le terrain, il faisait des petites apnées comme ça entre 2 jeux. Celui qui va tenir le plus longtemps, c'était déjà lui le meilleur. Hein. J'ai cherché, à l'époque il n'y avait pas encore vraiment Internet. Et je suis tombé sur un club, sur Nice, le seul club de France, un des seuls clubs au monde. Une suite de hasards qui ne sont pas vraiment des hasards au final et ça a commencé vraiment comme ça. Ce club, c'est le CIPA, le Centre international de plongée en apnée. L'homme qui en est à l'origine est l'inventeur de l'apnée moderne, Claude Chapuis. Les débuts, c'est extrêmement simple. Il y avait Mayol et Mallorca, le Grand Bleu, les années 85. Et dès les années 88, il y a eu une génération, on les a appelés les allumés du Grand Bleu, et moi j'étais dedans. On a décidé de commencer à inventer des stages d'apnée avec gueuse pour proposer le Grand Bleu à tout le monde. Rapidement, sous l'impulsion de Claude Chapuis et de sa bande, l'apnée est devenue une discipline sportive avec ses règles. On a su rassembler les apnistes
pour leur dire échange un petit peu avec l'autre. Qu'est-ce que tu fais dans ton pays? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, maintenant on y va. Alors, t'es le meilleur, vas-y, montre-le. Annonce la profondeur et vas-y. On s'est dit on va faire des compétitions d'apnée. On va imposer des règlements, les mêmes pour tous, et on verra qui sera le meilleur mondial, qui sera le champion du monde. On vient tous au même endroit, ça a commencé ici en 1996. Villefranche-sur-Mer est à quelques kilomètres de Nice. Ce village de pêcheurs, au fond d'une immense baie, dont Jean Cocteau apprécia la douceur, est un paradis pour les plongeurs. À quelques mètres du bord, on y trouve des profondeurs qui atteignent les 200 mètres. C'est ici que Guillaume a fait ses premières brasses sous la surface. Ça me fait toujours penser l'anecdote de Guillaume à celle de Karate Kid. Il a commencé par frotter la coque, par palmer, par pousser le bateau, par tirer les câbles et tout, pour comprendre qu'en fait, ça se fait pas comme ça, un club d'apnée. À l'école Chapuis, les nouvelles recrues étaient traitées plutôt à la dure. Vous êtes Guillaume, vous êtes Julien? Ok, il nous jette deux combinaisons. Il fait taille 1, c'est pour toi, et la taille 2, c'est pour le gars qui est un petit peu plus gros que toi. C'était Guillaume. On met les combinaisons et c'était trempé. Et là, il comptait, il faisait 5, 4, 3, 2, 1, il mettait le bateau en arrière. Et si tu n'avais pas sauté, tu devais sauter dans l'eau, pas changer, rien. C'était l'enfer. Et ce que je voulais faire comprendre aux apnistes, c'est qu'on ne peut pas faire une performance si on n'est pas une équipe. Mais une équipe, ça commence par respecter des règles vieilles, comme je le suis, comme arriver à l'heure. Si tu arrives en retard, les autres qui se sont levés tôt attendent et s'énervent. Ça crée un mauvais climat dans le groupe. Donc à 9h, c'était le bateau part du port. Et à 9h001 seconde, ça paraît terrible, mais c'est vrai qu'on partait. Il y en a plus d'un qui est arrivé à poil en courant. Guillaume, ça lui est arrivé 1 ou 2 fois. Cette idée du collectif, élevée au rang de philosophie, est même devenue la caractéristique de l'école de Nice. La touche d'ici, c'est plutôt l'apniste au service du groupe qui l'aide à faire sa performance. Sur un même bateau, je suis là, je prépare les championnats du monde et il y a des gars pour qui c'est la 2e sortie en mer. Et on va tous plonger ensemble. C'est comme ça que ça s'est créé et c'est un truc qu'on ne veut pas perdre. Aujourd'hui, Guillaume veut tenter une plongée profonde, une perf comme il dit. À moins 66 mètres, un immeuble de plus de 20 étages. Ah bah c'est beau, je demande de l'aide et il n'y a que des filles, il n'y a qu'une fille qui vient. 2 filles, 3 filles. Tous les autres mecs, c'est les branlos, putain. Ah ouais, ils ont voulu l'égalité, la parité. Elle longe. Dans un premier temps, moi je vais faire une perf au tout début de la séance. Je sais que Brigitte t'enchaîne juste derrière. Et après, s'il y a certains qui ont envie de se jauger, qui ont envie de voir faire une petite tentative, vous êtes bienvenus. Il faut juste nous prévenir, on organise la sécu autour de vous. Tu veux faire quoi? Un one shot ou tu veux t'échauffer? On verra comment ça se passe, normalement ça devrait. Voilà. On verra au feeling. Prépare-toi à y aller dans 45 minutes. Guillaume est aujourd'hui président du CIPA. Il combine ses statuts d'entraîneur et de champion, même en pleine préparation d'une compétition. Même si je prépare, même si j'organise, je suis déjà un petit peu dans mon apnée. Et puis plus j'approche de la perf, plus je me mets dans mon apnée. Mais je suis toujours là. 5 minutes avant de partir, on peut me parler, on peut me poser une question, il n'y a aucun problème. Les membres du club ne se privent d'ailleurs pas de lui demander des conseils. Tu as une montre qui enregistre tes profondeurs. Il faut que chaque perf que tu fais, tu regardes derrière le profil, tu saches combien de coups de bras tu fais avant d'arriver de couler, et après tu vas comparer. Moi j'ai tenu un petit cahier avec... Oui, non, mais j'ai pas eu le temps d'analyser là, pour Ouais, changer. J'en fais pas suffisamment, quoi. Et ça prend 10 minutes. Sans palme, chaque détail compte, quoi. Et si tu remontes, si t'en chies un peu trop pour remonter... L'apnée sportive comporte plusieurs disciplines. Elle se différencie par la méthode qu'utilise l'apnéiste pour descendre. Dans la discipline du poids constant, le plongeur descend et remonte avec des palmes dans un mouvement d'ondulation. Dans la catégorie du poids constant sans palme, c'est à la seule force de ses muscles qu'il doit effectuer sa plongée. On dit poids constant parce qu'à la différence de la discipline du no limit, rendue célèbre par le film Le Grand Bleu, le plongeur n'est pas alourdi par un lest pour accélérer sa plongée. Il doit peser le même poids à la descente et à la remontée. C'est beaucoup plus dur. C'est dans le sans palme que Guillaume veut s'illustrer aux Bahamas. J'ai fait 11 ans de poids constant, à monopalme. Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin de voir autre chose. J'ai eu envie de me libérer du mouvement d'ondulation, j'ai eu envie de me libérer de la palme pour simplifier encore plus les choses. C'est-à-dire que je descends et je remonte sans rien. Sans palme, je ne me tire pas sur le câble. Donc c'est la discipline
ultime, la discipline la plus pure. Le règlement veut que l'apnéiste annonce la profondeur qu'il veut atteindre avant de tenter sa performance. Lors des compétitions, cette annonce est gardée secrète jusqu'au début des épreuves. Le jeu consiste donc à annoncer une profondeur que l'on sera sûr d'atteindre, mais il ne faut pas sous-estimer les intentions des adversaires. On arrête les descentes là, le temps que Guillaume fasse sa descente. Est-ce que tu peux me tenir les jambes? Une fois dans l'eau, Guillaume a 3 minutes pour préparer son corps et son esprit à sa descente. Il n'y a pas de recette magique. C'est essayer de baisser, vraiment abaisser mon niveau de tension. Limite arriver à un état de léthargie. C'est facile parce qu'on est sur l'eau. L'eau, c'est un fluide. Et l'idée, c'est de, petit à petit, devenir un fluide aussi. Et ça va avec la respiration. Et donc, c'est un état de vigilance, tout doucement. On essaie de retrouver un petit peu l'état qu'on peut avoir avant de s'endormir. Au top, Guillaume fait le plein d'air. Ses poumons surentraînés peuvent en contenir jusqu'à 8 litres. Puis il s'élance. Personne ne l'escorte. Personne ne l'attend en bas. Dès les premiers mètres, l'apnéiste est seul. C'est un voyage solitaire, une plongée vers l'inconnu. Quand je descends, j'aime bien ouvrir les yeux parce que j'adore le changement de lumière. On part de la surface, on est dans une lumière assez claire, le soleil est pas loin, et puis plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus ça devient sombre. C'est un petit moment qui est à moi, il n'y a rien autour, il n'y a que du bleu. C'est l'immensité, c'est le silence. On sent petit à petit, en descendant, la pression qui s'exerce sur les poumons. On sent le mouvement de l'eau qui coule sur le visage. Et on a l'impression de rentrer dans un autre monde. Et aller dans cet autre monde-là, c'est grisant. La pression double tous les 10 mètres. Passé une certaine profondeur, le corps devient plus lourd que l'eau et l'apnéiste coule, sans faire aucun effort. Guillaume s'enfonce lentement. Il est entré dans la zone du Grand Bleu, le Deep Blue. Il doit encore s'enfoncer de 40 mètres. En surface, on prépare son retour. Je suis en première applique de sécu, t'es en 2. D'accord. Ok. Tu vas à combien là? Il va à 65. Brigitte, combien? 60. Il a tourné. Il re-enchaîne la montée là, ouais. Il a dépassé les 60, il remonte. Guillaume a disparu depuis 2 minutes. Vous le voyez? Pas encore, non. 30. Il a estimé son temps d'apnée pour cette plongée à 2 minutes et demie. Bon, il arrive, hein, on le voit. Il arrive à 20 mètres là. C'est bon. Guillaume respecte le protocole qui valide toute performance internationale. Il doit enlever son masque, faire un signe et prononcer clairement la phrase « Ok. Sans ces 3 impératifs, la performance ne peut être validée. C'est long. C'est bien long, elle était belle la descente. 64. Je suis planté dans la mesure du câble. Je voulais 66. Ah, Bon, c'est pas grave. J'étais comment à la sortie? très bien. Il manque un peu de caisse apnée. 2,31. 2,31. Laissez-le respirer de l'air. Je suis à 64. Je voulais faire 66. Bon, c'est rien. Ce qui était important pour moi, c'est des repères, sensations, appui sur l'eau et sensations au niveau de l'apnée. Et donc, bon, ça va. Je suis pas encore en mode apnée. Je suis encore en mode physique. Et pour passer en mode apnée, il faut plus que je fasse aucun physique. Mais en même temps, j'étais en Bahamas. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'on a une bonne caisse en apnée ou qu'on a de la marge, c'est qu'on a envie de respirer très tard dans la plongée. C'est-à-dire que limite, on est en train de remonter, on est au milieu de la remontée, on n'a pas encore envie de respirer. Ça, c'est magique. Là, moi, j'ai eu première envie de respirer, un petit peu après avoir redécollé du fond. Ça ne veut pas dire qu'on doit respirer, c'est une première alerte. Mais bon, ce qu'on aime bien, nous, c'est que l'alerte, elle arrive super tard. Pour partager ses sensations, Guillaume peut compter sur Julie, sa compagne. Elle est championne de France d'apnée.
moi vivant aussi un peu l'aventure de la profondeur, je vais savoir être objective un peu sur comment il se sent, sur ses sorties. C'est pour ça tout à l'heure il me demandait j'étais comment quand je suis sortie. Elle me connaît tellement bien que je peux lui poser des questions. Alors là, ça s'est passé comment, tu l'as ressenti comment? Mais je l'écoute toujours parce que je sais qu'elle a un avis très pertinent et très précis, et c'est pas facile hein, parce qu'il y a des trucs qu'on entend moins facilement de son compagnon qu'on pourra entendre de quelqu'un d'autre. Mais tu vas aller aux Bahamas et tu vas être hyper prêt, tu vas avoir un gros foncier et tu vas pouvoir faire que de l'apnée et te concentrer sur ça. T'as pas de stress à savoir. Aux Bahamas, la priorité de Guillaume est d'augmenter sa capacité d'apnée. C'est pour cela qu'il est venu seul, 3 semaines avant le début du championnat. Chaque matin, sur le lieu de la compétition, il s'adonne à une étonnante gymnastique. Les exercices de respiration sont très importants pour un apnéiste. L'élasticité de la cage thoracique va être essentielle en grande profondeur étant donné qu'il y a la pression qui va écraser les poumons. Ce type d'exercice-là, c'est un petit peu ma mixture. C'est ma cuisine perso avec différentes choses à droite à gauche que j'ai pu piocher dans différentes techniques. Ce sont des exercices où je vais travailler sur les amplitudes respiratoires. C'est-à-dire que je vais mobiliser tous les muscles intercostaux qui me servent à la respiration dans une amplitude maximum à l'inspiration. Et je termine d'ailleurs par ce qu'on appelle la carpe. C'est un mouvement qui permet d'emmagasiner plus d'air que ne le permettraient les seuls muscles respiratoires. C'est une sorte de compression d'air dans les poumons. Ça, c'est vraiment typique des apnéistes, c'est un exercice d'apnéiste. On le retrouve nulle part ailleurs. Je vais derrière vider complètement les poumons. Donc essayer finalement de simuler ce qui se passe quand je suis en très grande profondeur, quand tout l'air est écrasé. Et quelqu'un qui n'est pas souple, il peut avoir des énormes poumons, il va pouvoir emmagasiner beaucoup d'air, mais à un certain moment, ce manque de souplesse va le bloquer. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui ont les plus gros poumons. Par contre, j'ai une capacité d'élasticité, de souplesse et d'écrasement qui est assez élevée. Et donc, ça me permet d'aller au-delà de 100 mètres et d'être encore dans une zone de confort. Concentré sur sa préparation, Guillaume n'a pas eu le temps de découvrir les Bahamas. À 9 heures d'avion de la France, au nord de la mer des Caraïbes, cet archipel de 700 îles fait partie du Commonwealth britannique. C'est en mettant les pieds sur l'une de ces îles que Christophe Colomb avait cru atteindre les Indes il y a un peu plus de 500 ans. Les Bahaméens sont pour la plupart descendants d'esclaves. Aujourd'hui, ils vivent du tourisme ou de la pêche. Les trésors de cet ancien repère de pirates ne se trouvent pas sur, mais sous l'eau, avec des fonds marins uniques au monde. Et comme l'explique Sean Taylor, un pêcheur de conques, l'apnée y est pratiquée depuis des siècles. Dans l'eau, où la visibilité atteint les 40 mètres, Sean plonge sans bouteille des heures durant. It's not stressful, takes a lot from off your mind. So yeah, I love it. Mais ce n'est pas sans danger. The most dangerous part is shark attack. Personne mieux que Sean ne peut apprécier les performances des apnéistes sportifs. Right now, I probably only could go 30 meters with fins. And those guys going down 80, 85 meters without fins. I think it's amazing. Bien qu'il ait grandi à quelques mètres de la baie des Anges, Guillaume ne s'est pas uniquement adonné à la douceur de vivre provençale.
Mes parents ont toujours fait beaucoup de randonnées dans l'arrière-pays parce que l'arrière-pays niçois est plein de coins magiques, de lacs, de sommets, il y a vraiment une belle chaîne de montagnes. Et donc dès 3-4 ans, ça me faisait rêver et je me sentais déjà aventurier à l'idée de monter au sommet de la montagne pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et le jour où j'ai mis la tête dans l'eau, ça a été pour moi une suite logique parce que c'était une exploration vers un autre inconnu et l'inconnu c'était les fonds sous-marins, cet autre monde. Aujourd'hui, Guillaume entraîne Julie dans une randonnée un peu particulière. Un rêve qu'il mijote depuis des années. On est au cœur du parc national du Mercantour. Donc on est à 1h30 de la mer et on est en pleine montagne. Ah cool, on voit le village, c'est-à-dire qu'on est qu'au début de chez début là. En plus des chaussures de marche, ils emportent chacun une paire de palmes. Leur intention est de plonger dans le lac de Vince à 2800 mètres d'altitude. Toute mon enfance, j'ai été inspiré par les grands espaces et par la montagne. Ouais, je suis dans mon élément. Je me sens vraiment aussi bien ici dans les montagnes qu'en mer. On se retrouve seul avec l'élément sans artifice. Le lac là, j'y suis allé, je crois que je devais avoir 8-10 ans. C'était en plein été, elle était froide et tout. Et voilà, c'est cool, 15 ans plus tard. Enfin, je vais y aller pour de bon. C'est dans l'esprit de ce pourquoi je fais de l'apnée. Ça va être une véritable exploration, quoi. Il faut 4 heures d'une marche éprouvante pour rejoindre le lac. Le but pour Guillaume n'est pas seulement de faire le plein de nature. Aïe, 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 aïe. Je vais dans le lac pour évacuer tout ce qu'il peut y avoir de négatif, tout le stress que j'ai pu accumuler avec les entraînements, avec tout un tas de choses de la vie de tous les jours. Ça va énormément contribuer à la suite, à la fin de mon entraînement avant les Bahamas. On va faire vraiment une petite explo, on va pas chercher à descendre à tout prix au fond du lac. On est venu là pour prendre des risques pour rien. Après, ça peut être un but, mais il faudra s'organiser un peu mieux, quoi. Gants et chaussons sont obligatoires. L'eau est à 3 degrés. Pareil. Bon. Allez, go. Le lac n'est profond que d'une trentaine de mètres. Mais l'intérêt pour Guillaume et Julie est ailleurs. Ils vivent ensemble un moment exceptionnel. Des sensations inconnues jusqu'alors. Il y a une grande douceur. On se sent vraiment dans un cocon. C'est tout doux, tout matelassé. C'est magique. Et puis, ce qui est énorme, c'est je sors la tête de l'eau et là, la neige, les montagnes, c'est ça qui est extraordinaire. Aux Bahamas, on met en place la plateforme d'où les plongeurs s'élanceront vers les profondeurs. Les juges officiels sont arrivés. Leur première tâche consiste à mesurer la corde. Pourquoi tu mesures la corde? Eh bien, pour attester qu'elle est bien la bonne grandeur, la bonne longueur, et puis on fait les marques pour les profondeurs où les athlètes ont annoncé qu'ils allaient partir. Les annonces sont enregistrées la veille de la compétition, mais gardées secrètes. C'est un peu le poker. Il faut parier que les autres ne tenteront pas plus que vous et en même temps ne pas prendre le risque d'une profondeur que vous n'êtes pas certain d'assurer.
Il y a beaucoup de on-dit, on laisse courir des impressions. Est-ce que celui-ci va aller à plus ou moins? Et tout d'un coup, ça peut pousser quelqu'un à prendre des risques. C'est aussi une stratégie, hein. Même si c'est de l'individuel, il y a beaucoup de stratégies. Maintenant, de nouveau, il va y avoir des finales. Donc les gens peuvent avoir, l'athlète peut avoir envie de pousser un maximum, mais juste pour se situer dans les 5, 6, pour être sélectionné. Il en faut 6. Et à partir de là, tout va se jouer dans la finale. Celui qui va au carton dès le premier jour, c'est terminé, il n'en fait plus partie. Donc ça fait aussi un peu partie du jeu, c'est de se dire si je vais aller en finale, je fais attention, je dois me sélectionner, oui, mais pas me griller tout de suite parce que c'est fini, quoi. Guillaume a été rejoint par les membres de l'équipe de France qui compte plusieurs autres athlètes de niveau mondial. Ouais, moi j'étais en constant, je ne m'étirais pas trop avant. Je n'aimais pas ça du tout. Niveau des bras, épaules. Je fais pas mal de traction. Allez, forte, hein? Force et courage et... C'est aujourd'hui le premier entraînement officiel. La première fois que Guillaume va se confronter aux profondeurs des Bahamas. Bien qu'il concentre toute son attention sur la discipline du sans palme, Guillaume participera aussi à la compétition dans sa discipline de prédilection, le poids constant avec palme, pour laquelle il va s'entraîner aujourd'hui. J'y vais départ dans 30 secondes. Guillaume part pour une descente à 95 mètres, une vingtaine de mètres au-dessous de son record, qui était aussi le record du monde il y a un an. Moins 113 mètres, le deuxième étage de la Tour Eiffel. L'endroit où il plonge et où se déroulera la compétition est un lieu mythique. C'est une curiosité géologique unique au monde, le Dean's Blue Hole. On est au bord de la plage et à 10 mètres du bord, il y a un véritable tunnel sous-marin vertical de 200 mètres de fond. Nous sommes en territoire britannique. Le propriétaire de ces lieux prétend être un ancien des services secrets de Sa Majesté la Reine. When I was in the Royal Navy Special Services, we did a dive to the bottom, which is 675 feet. I will draw it for you. Surface of the water. The top bow. Then there's a funnel. The second largest underwater cavern in the world. Then there's another little funnel, another cavern, not as big. It's the most unusual blue hole in its formation on the planet. We haven't found another one that's deeper. Tous les apnéistes, même les plus expérimentés, lors de leur première plongée dans le trou, ont eu de l'appréhension. Et c'est vraiment un sentiment spécial. Et on retrouve ce sentiment de vertige qu'on peut avoir sur Terre aussi. Dans les eaux sombres et troubles du Blue Hole, on croise des créatures fantomatiques, effrayées par la lumière, ou des monstres indolents, comme ce tarpon d'1,80 m, un poisson datant de l'époque préhistorique. Le long des parois, un nuage de sable glisse lentement vers les abysses que vont bientôt devoir affronter les apnéistes comme Guillaume, qui remonte de sa plongée d'entraînement. Ok. Au fond, il y a encore la lumière. Non, on voyait encore... C'était pas noir, quoi. Impeccable. Je vais amener Guillaume à la... Ça va? Ouais. Mais bon, j'ai senti de la fatigue dans les jambes et tout. J'ai bien fait. Plongée réussie, Guillaume a atteint les 95 mètres. Mais il doit laisser la place à d'autres compétiteurs qui viennent d'arriver, comme Ryozo Shinomiya. Ce Japonais de 31 ans, aux airs de samouraï, est recordman du Japon avec une plongée à 104 mètres. Star dans son pays, Ryozo ne cache pas ses ambitions pour ce championnat. I think it's not so difficult for me to get into the final. In the final, I want to get medal. La force de Ryozo réside dans un mental à toute épreuve. Grâce au yoga, il réussit à bannir la peur de l'échec, même s'il reconnaît qu'ici, il a des adversaires de taille. New generation
Pascal Guillaume. He's in very good shape, I think. And of course, Carlos from Venezuela. Of course, Howard. Carlos Coste, le champion du Venezuela, un record personnel à 111 mètres. Il est entouré de toute une équipe venue spécialement pour le soutenir. Herbert Nitsch, un Autrichien, le phénomène de l'apnée. Il affirme qu'il pulvérisera tous les records. C'est lui qui a battu le record du monde de Guillaume avec une profondeur de 123 mètres. Il est aux Bahamas pour gagner. En plus de ces champions reconnus, la compétition accueille 56 athlètes de 18 nationalités. My name is Adel Bakhlekha. I come from United Arab Emirates, from Abu Dhabi. I've started freediving 3 years ago. This is my second depth competition. When I'm competing in the World Championship, I'm nowhere close to the other champions who've been doing it for long years. So I'm not really competing them, I'm more competing myself. Depuis ses 17 ans, âge auquel il a commencé la compétition, Guillaume a obtenu tous les titres. Dans la discipline du poids constant, il a été champion de France, champion du monde et recordman du monde avec sa plongée à 113 mètres. Il avait une énorme qualité, Guillaume, qui m'énervait profondément. C'est que tout le monde fait ça pour aller sous l'eau et compenser la pression qui s'exerce sur les oreilles. Et Guillaume, lui, il n'avait pas besoin, il faisait... Et c'était tout. Alors, il avait une grande facilité à descendre en profondeur. Et je pense que naturellement, il est rapidement devenu bon, voire très bon, voire un des tout meilleurs. Guillaume utilise en effet une technique particulière, basée sur une aptitude naturelle de son organisme à compenser la pression. Comme tous les grands champions, il y a une part de prédisposition. C'est sûr que rapidement, j'ai été doué dans cette discipline. Ça a joué. Mais si on est fort dans une discipline et qu'on ne travaille pas derrière et qu'on ne s'entraîne pas, ça mène pas à grand-chose. Donc après, j'ai eu la volonté et mon caractère a fait que j'ai voulu absolument faire ça et je l'ai fait à fond. Et donc, il y a eu une espèce de rouleau compresseur qui s'est mis en marche et j'ai voulu absolument aller au bout de mon truc en étant le meilleur. Il fait partie de la 3e génération d'apnéistes. Ce n'est pas Mayol Mallorca, ce n'est pas les allumés du Grand Bleu qui ont progressé. Lui, il fait partie d'une génération d'apnéistes qui a un peu abouti. Sur le plan sportif, il a mûri chez lui un certain mental spécifique de cette activité. Et puis, il a un peu travaillé ses cuisses, ça ne lui fait pas de mal. Guillaume est entouré par une équipe de spécialistes qui l'aident à optimiser ses performances. Le docteur Afria est cardiologue. Ça fait au moins plus d'une dizaine d'années que je suis Guillaume et que je vois son évolution. Avec Guillaume, on a introduit la notion de sport, donc d'entraînement, donc d'encadrement et de rationalisation de l'entraînement. Il a développé des capacités non seulement physiologiques d'adaptation, mais aussi physiques par rapport à l'entraînement sportif qu'il a réalisé, qui lui ont permis de dépasser tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Si Guillaume est capable de performances exceptionnelles, c'est aussi parce qu'il entretient un rapport très particulier avec son corps et ses capacités. Il s'agit presque d'une philosophie, basée sur l'harmonie entre corps et esprit. Elle prend tout son sens lors des séances d'ostéopathie dispensées par Nicolas, qui le suit depuis plusieurs années. C'est toujours la même chose. Ça a plaisir de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui est très réceptif, qui est très à l'écoute de son corps, qui a une hygiène de vie très stricte, qui là aussi pratique la sophrologie, la méditation. On inspire fort. J'ai besoin de ce travail sur le corps où c'est pas un médecin qui nous donne quelque chose et qui nous dit faites ci, faites ça, et puis il y a une espèce d'intelligence du corps qu'on utilise grâce à l'ostéopathie, et ça c'est un mode de fonctionnement qui me correspond. C'est un complément d'entraînement. Après, c'est pas parce que c'est de l'entraînement que c'est pas du plaisir. J'espère. Tu auras un talent. Mais après le plaisir vient le temps de l'effort. Pour cela, direction Monaco.
Dans cette salle de musculation travaille Gaël, un coach spécialiste des athlètes de haut niveau. Il y a 3 ans, il a commencé à me donner des conseils, mais on ne travaillait pas vraiment ensemble. Et c'est que depuis l'année dernière qu'on collaborait vraiment spécifiquement avec un planning, des objectifs. On a commencé d'abord par faire un genre de PPG en fait, donc on a fait une préparation physique généralisée, on a fait un peu tout l'ensemble du corps. Le plus important en fait c'est de travailler tout ce qui est les maillons faibles. On a travaillé sur la force et après là on enchaîne maintenant un peu de la résistance de force en apnée qui se rapproche plus ou moins spécifiquement de ce qu'il fait dans l'eau. Guillaume se prépare à une série de tractions qu'il doit effectuer sans respirer. 10, 9, 8, allez, 7, allez, 6, 5, allez, 4, 3, allez, le dernier, 2, dernière. À ce genre d'exercice très violent, Guillaume ajoute des séances de préparation mentale. On s'en rend pas forcément compte, mais une plongée profonde, c'est assez éprouvant physiquement. On peut pas plonger 2 fois par jour ou tous les jours même, c'est éprouvant. On est obligé de prendre un petit peu de repos pour aider à espacer les plongées. Et donc la préparation mentale nous permet de faire beaucoup plus de répétitions. Je vous ferme les yeux et j'essaie de vivre vraiment super profondément chaque mouvement de bras, chaque mouvement de palmage. Quand je sors de là, je suis limite fatigué. Ce qui conditionne la performance, c'est être capable d'anticiper les choses, tout en restant dans le présent. Donc pour anticiper, il faut réfléchir avant, visualiser mentalement, savoir exactement ce qu'on a à faire à tel moment qui va nous permettre d'être bien plus tard, sans y penser. Je ne me projette pas, je suis dans le présent. 2, dernière. Nous, on est là pour donner des éléments pour pouvoir avancer et faire la performance. Et après, le plus gros, en fait, c'est l'athlète. Hein. C'est son expérience, son mental. Pour moi, le but, en fait, c'est qu'en bas, il puisse remonter assez vite. Voilà. Gaël ose évoquer ce dont on préfère ne pas parler dans le petit monde de l'apnée, les risques. Le premier risque, c'est de se perforer un tympan. Parce que si vous forcez, vous allez trop profond, trop vite, sans faire des manœuvres pour égaliser les pressions au niveau du tympan, on peut se percer un tympan. Ça, c'est très douloureux, ça peut donner des vertiges, on peut perdre connaissance. Donc ça, c'est vraiment l'accident basique qu'on peut rencontrer même en piscine. Vous allez au fond de votre piscine à 3 mètres, vous pouvez percer votre tympan. Deuxième risque, évidemment, quand on pratique l'apnée, c'est le fait de ne pas contrôler cette privation d'oxygène, puisque le corps progressivement va consommer l'oxygène que vous avez emmagasiné dans vos poumons, et à un moment donné, il n'y a plus de réserve. Et s'il n'y a plus de réserve, vous perdez connaissance. C'est la syncope, bête noire des plongeurs. Sans un dispositif de sécurité adéquat, elle peut aboutir à la noyade. Dans l'air que l'on respire, il y a de l'oxygène, il y a du gaz carbonique, d'accord ? Il y a de l'azote. À partir de très grandes profondeurs, par exemple les profondeurs que peuvent atteindre les apnéistes de compétition comme Guillaume au-delà de 100 mètres, évidemment il y a une modification au niveau de la concentration de ces gaz. Ça va provoquer des souffrances dans certains organes, donc ça va envoyer des messages et des informations qui peuvent être des douleurs. On va ressentir par exemple des spasmes du muscle respiratoire principal qui est le diaphragme. Et bien en fait ce mécanisme-là, on arrive à le contrôler avec l'entraînement et on arrive à le repousser, c'est-à-dire que les spasmes que l'on va ressentir ne sont plus qu'une information que vous arrivez à bloquer au niveau cérébral et vous dites « Ok, c'est une information que me donne mon corps, mais je peux aller au-delà ». Ce qui est important à retenir dans l'apnée, c'est que c'est une activité qui est complètement tournée sur soi-même. C'est-à-dire c'est une plongée intérieure. On est à l'écoute de ces sensations. Et ce sont des sensations positives, parce que là, on n'a parlé que de contraintes, que de douleurs, que de... Ce qui est important à retenir, c'est que cette plongée intérieure, vous ne le rencontrez dans aucune autre activité humaine que vous allez pouvoir faire. Voyage intérieur, exploration du monde marin, découverte de soi, l'apnée est sans conteste une discipline saine et vertueuse. Elle n'en est pas moins teintée pour le grand public par le danger et la mort. J'ai pas peur. Je peux avoir l'appréhension de manquer la profondeur, mais c'est une appréhension sportive, comme un nageur qui a peur de louper sa course.
Mais la peur, une peur vitale, ça n'arrive pas. On met tout en place pour maximiser la sécurité. François Gauthier est responsable de la sécurité sur tous les records de Guillaume. Une fois que l'apnéiste est parti, on le suit au sondeur, puisqu'on a une lecture en direct de ce qui se passe. 35. Et on l'accompagne comme ça visuellement jusqu'à ce qu'il touche le plomb. Une fois qu'il a touché le plomb, qu'il a récupéré la plaquette et qu'il commence à remonter, on remonte le câble derrière lui. Le responsable envoie le premier apnéiste qui va l'attendre à une vingtaine de mètres. 30 secondes plus tard, on envoie un deuxième apnéiste qui va remplacer le premier en cas de problème. Les apnéistes sont présents et l'accompagnent jusqu'en surface. Donc l'athlète, dans tous les cas, est remonté très rapidement s'il y a un problème. Et il est ensuite pris en charge sur le bateau s'il a besoin d'être réanimé. Mais la sécurité numéro 1, c'est l'athlète lui-même. Et c'est ce qui fait un grand athlète, un champion, d'un athlète qui a une tête brûlée et qui va absolument aller à la course, aux chiffres, à la performance. La différence, elle se fait là. Par ailleurs, les statistiques prêchent contre le danger en profondeur. J'ai envie de dire presque 100% des problèmes, mais 99,99% des problèmes arrivent très proche de la surface, entre 0 et 10 mètres. Un souci humain au fond, de tout ce que j'ai pu entendre de l'histoire de l'apnée en compétition, ça n'arrive pas. Et pourtant, en 2007, le monde de l'apnée a connu une perte considérable avec la disparition de Loïc Leferme, en eau limite. Cette descente vertigineuse avec un lest et remontée avec un ballon. On progresse au niveau de la connaissance de la physiologie du mental, des équipements techniques de sécurité à mettre en place, mais en même temps, les perfs progressent et finalement, en même temps, le danger progresse. Et je ne sais pas si ce n'est pas une histoire sans fin. Aux Bahamas, les dispositifs de sécurité ont été testés et les équipes sont prêtes à accueillir les compétiteurs qui arrivent du monde entier. Sur les 56 plongeurs venus de 18 pays, lequel va devenir champion du monde? Lesquels connaîtront l'échec? Tous, en tout cas, prendront des risques pour réaliser leurs rêves. Un des mieux placés pour parler du danger lié aux performances, c'est Carlos Costé, le Vénézuélien, qui détenait le record du monde avant Guillaume. Lui a failli mourir. El día del accidente me tocan 182 metros, los hice, subí a superficie por mis propios medios, pero en superficie cuando estaba respirando sentí unos síntomas anormales, un vértigo muy fuerte. Se dice que fue una mezcla de un accidente de descompresión por nitrógeno más posiblemente aire de mis pulmones que subió y se expandió en el cerebelo. Après 6 mois de paralysie, Carlos a repris la compétition. Simplemente los grandes proyectos tienen grandes riesgos. Después de ese accidente, yo decidí no volver a tocar el No Limits. Interdit en compétition, le no limit est la discipline sur laquelle Herbert Nitsch règne avec un record à moins de 114 mètres. Mais l'Autrichien a des ambitions qui concernent toutes les disciplines de l'apnée sportive. Nobody else has ever had all the 8 records before, and looking at people's record right now, that it looks like the athletes are more and more concentrating on 1 or 2 disciplines and specializing in 1 or 2 disciplines. I have a good chance of staying there, of being the only one having held all the 8 records. Herbert est un apnéiste à part. Il s'entraîne seul, sans tour de mystère. Ses performances impressionnantes font peur. People were telling le robot. But it was actually meant in a positive way, that pretty much from the beginning I learned to control myself to that degree that I could really focus on what's happening now and only on me and try to blend out everything else. Herbert, c'est un apnée, c'est-à-dire qu'il retient sa respiration, et il a une capacité énorme à faire de longues apnées et il descend. Peu importe comment il descend, avec une technique des fois vraiment qui laisse à désirer, mais il descend, il y va et il remonte. Le style n'est peut-être pas très fluide, mais les résultats sont là. Herbert Nitsch est un phénomène qui bouscule les habitudes de l'apnée et interroge même les scientifiques. Okay, good.
How does this work anyway? There's a crystal here that vibrates at a high frequency, sends a sound wave into the heart, bounces off any moving structures in there, and then the sound is picked up here. So there's like a microphone. Pour les besoins de cette expérience, Herbert ralentit et accélère à sa guise les battements de son cœur. À l'hôtel, où les athlètes attendent le début de la compétition prévue pour le lendemain, l'ambiance est plutôt détendue. Ryuzo a décidé d'apprendre quelques mots de japonais à Guillaume. Welcome and fuck you. Un peu plus tard, Guillaume fait le point sur sa préparation et sur ses attentes. Ça fait plus de 3 semaines que je suis là, donc je me suis beaucoup entraîné, j'ai eu le temps de m'acclimater, j'ai beaucoup plongé. Maintenant il n'y a plus de place pour aucun entraînement, c'est perf, récup, perf, récup, perf, récup. C'est comme le bac, hein. Le bac c'est 4 jours, des épreuves le matin, le soir, c'est pas parce qu'on a fait la première épreuve qu'on a fini et il faut garder du jus jusqu'au bout. Moi je suis venu là pour faire mes perfs, je suis venu là pour concrétiser une année de progression, de préparation et j'ai envie de la terminer avec plein de bonnes choses et plein de plaisir. Après c'est sûr que c'est un podium, c'est génial. Mais c'est pas parce qu'il y aura pas si jamais il n'y a pas de podium, bon, pas grave. Les leçons du mentor Chapuis semblent avoir été bien retenues. Moi, je lui souhaite de ressortir lors d'une compétition en ayant fait une perf de niveau mondial et avec un léger sourire aux lèvres, parce qu'en plus, il aura pris du plaisir. Celui aujourd'hui qui est en compétition officielle, en face des autres meilleurs mondiaux, réalise quelque chose de tout premier plan, même s'il n'est pas premier, ressort avec le sourire, avec un maximum de plaisir éprouvé au cours de sa performance, là, ça c'est quelqu'un qui a atteint, à mon avis, le sommet de la performance sportive, selon ce que moi j'imagine qu'elle doit être. La compétition commence avec l'épreuve du poids constant avec palme. Bien qu'il se concentre plus cette année sur le sans palme, Guillaume tient à faire bonne figure en réussissant une plongée exceptionnelle dans ce qui reste sa spécialité. Guillaume a annoncé une profondeur de moins 109 mètres. Il y a moins de 3 ans, c'était le record du monde. Dès les premiers mètres de la descente, j'ai senti que ça allait être bien. Et puis à partir du moment où j'ai arrêté de palmer, que je me suis laissé couler, là j'étais vraiment dedans. Des fois je décris des plongées parfaites, je les raconte et c'est pas tout, ça se passe pas toujours comme ça. Bah là j'ai vécu la plongée parfaite. 3 minutes 30 plus tard, Guillaume remonte vers la surface. Sourire aux lèvres, il valide sa performance. C'est du bord de la plage qu'il assiste à la tentative de Ryuzo, le champion japonais, qui a annoncé moins 105 mètres. Mais c'est l'échec. Aux grandes dames de ses supportrices, le japonais ne dépasse pas les 60 mètres. Il ne sera donc pas dans les 3 premières places que vont se partager Carlos, le souriant vénézuélien, et Alexei Molchanov, un russe de 22 ans, un petit nouveau dans la compétition. Sur la première marche, on retrouve Herbert Nietzsche avec une plongée à moins 114 mètres, 5 mètres de mieux que Guillaume qui a fini 4e. Quant à Adel, il termine à la dernière place avec une plongée à moins 35 mètres, record national des Émirats Arabes Unis. Place maintenant aux épreuves de poids constant sans palme, sur lequel compte beaucoup Guillaume. Ce que je veux, c'est concrétiser toute cette année d'entraînement avec une belle performance en poids constant sans palme, si possible au-delà de 80 mètres, si possible sur le podium, si possible sur la première place. Je préfère faire 2e ou 3e, mais avec une descente de rêve et vraiment des sensations et de la motivation pour l'année prochaine, que peut-être terminer premier, mais en rentrant de là et en étant dégoûté, quoi. Guillaume est très concentré, la pression est énorme. Il a annoncé une profondeur de moins 78 mètres, 12 mètres plus bas que ce qu'il avait tenté à Nice à l'entraînement. Il a face à lui les 2 autres ténors de la spécialité,
l'actuel détenteur du record du monde, William Trowbridge, et surtout Herbert Nitsch, la terreur. Plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà plus de 2 minutes que Guillaume est parti. Avec moins 78 mètres, il a fait le pari d'assurer. Une profondeur dont il reviendra, il en est sûr, avec le sourire. Il fait également le pari que ceux qui voudraient tenter plus échoueront. Three times breathing, 4 times. Mask. Okay. Very controlled surfacing, since still in control. Contrat rempli quoi. Cette année j'ai fait du sans palme, je suis content de le concrétiser d'une belle manière. Maintenant on va voir ce que font les autres. Puis on verra, soit c'est un podium, soit c'est une quatrième. Pour l'instant c'est une 4e place puisque Alexei Molchanov s'est planté sur ses 83. Donc je devais être 5e, je suis 4e. Le sort de Guillaume, sa place est maintenant suspendue à la performance de Herbert Nitsch. L'Autrichien vient de refaire surface. Mais tout ne semble pas se passer comme prévu. Herbert Nitsch, sur sa tentative de record à 89, a manqué son protocole parce qu'il était un peu juste. Il n'a pas l'habitude en fait, il est toujours tellement à l'aise sur ses plongées, c'est ce qu'on se disait en rigolant, qu'il n'a pas l'habitude de gérer des sorties super difficiles. Et le sans palme, ça pardonne pas. C'est très très difficile comme discipline. Donc du coup, disqualifié. Et William Trowbridge a réussi son record à 90, donc du coup, voilà, je suis 3e. It was an unnecessary mistake. I mean, it was very close, obviously, and it was a very long shot for me going at this discipline for a world record attempt because I haven't really trained for it. But I figured either everything on that card or none. Alors que la compétition s'achève, Guillaume a atteint son objectif. Il est l'un des meilleurs mondiaux dans les 2 disciplines reines. Plus que la perf, plus que le résultat, je voulais vraiment pour moi, pour la suite, repartir avec un gros capital confiance. Un gros capital confiance, ça veut dire des grosses perfs, mais maîtrisées à 100%. Et là, c'était même pas maîtrisé à 100%, c'était à 200% c'était maîtrisé. Après, de plus en plus, j'ai envie de faire de l'apnée pour autre chose que de la compétition. Essayer d'utiliser aussi l'apnée comme moyen d'exploration du monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment et qui va se mettre en place tout doucement. Guillaume n'est pas revenu des Bahamas avec une première place, mais avec une énergie nouvelle et une grande sagesse. Avec le recul, ce que je remarque, c'est que les records, c'est toujours des grands moments à vivre, parce que c'est une grande aventure collective. Mais au final, ce qui est le passionnant, c'est tout le parcours. Et même le jour où je me suis planté, j'ai appris plein de choses que j'ai pu réutiliser pour les années suivantes. Cet été, il s'attaquera au record du monde d'Herbert Nitsch. Avec une ligne de conduite essentielle, plus encore que la performance, la recherche du plaisir. Je voulais avant laisser une trace, je disais toujours que je voulais être une légende en apnée, et si on laisse une trace à une toute petite échelle, mais sur le long terme, ça n'a aucun sens.
Guillaume Néry, le meilleur apnéiste français, a tout gagné. Il veut maintenant s'inscrire dans d'autres combats qui vont au-delà de la compétition. Combat pour l'environnement, pour l'harmonie de l'homme avec la nature. Pour lui, l'apnée n'est plus juste un sport. C'est son mode de vie, son art de vivre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Grands Docs sur l'équipe 21.